Bon, bonsoir à tous. Alors, nous commençons avec quelques retards. Et là, je dois une fois de plus demander aux participants et aux auditeurs de cette visioconférence de ne pas s'inscrire 3/4 d'heure avant. Il cause des désordres et que nous avons eu du mal, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, à régler. Donc, une fois de plus, je demande aux personnes qui se sont de ne pas s'inscrire. On vous donne le lien. Il faut l'utiliser 5 à 10 minutes avant, mais pas plus, parce que nous faisons quelques minutes avant les réglages et ceux qui se sont inscrits avant, eh bien, on ne peut pas les débrancher, ou tout au moins, nous ne savons pas les débrancher. Bon, cette remarque étant faite, je voudrais tout d'abord, avant que nous commencions la conférence, vous parler de la prochaine conférence, celle qui sera présentée le 17 juin prochain par David Labreur et qui concerne Attila József, qui est le plus important poète hongrois de l'époque contemporaine et qui a vécu pendant quelques années où il faisait ses études à Paris, à la Sorbonne, donc de 1905 à 1937, et il est mort tragiquement, comme nous le verrons. Je voudrais aussi d'ores et déjà vous demander de noter les dates de la prochaine des conférences de la rentrée. Les dates retenues, je ne vous donne pas encore le programme qui sera diffusé ultérieurement, mais déjà vous pouvez noter sur vos carnets le 21 octobre, ce sont des jeudis comme d'habitude, le 21 octobre, le 4 novembre et le 9 décembre. Pour donc nos conférences. Et en fonction de la situation sanitaire telle qu'elle sera à la rentrée, nous continuerons sous la forme de conférences sous forme de visioconférences, de conférences mixtes, suivant les locaux que la mairie pourra mettre à notre disposition, avec une partie en présence et une partie en visioconférence. Et si les choses sont rétablies, eh bien nous le ferons en présence, soit dans la salle des mariages, soit dans la salle des fêtes. Tout ceci est en cours d'organisation avec la mairie que je remercie et Monsieur le maire des facilités qu'il nous donne ainsi dans cette situation difficile. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler de l'avenir, mais de ce que nous allons avoir aujourd'hui, c'est-à-dire la conférence qu'Isabelle Fouché va vous présenter. Alors, je vais présenter Isabelle Fouché. Elle est chargée d'études documentaires au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime aux Archives nationales, et elle est responsable d'un fonds considérable qui est peu connu parce que tout le monde connaît le fonds du Parlement de Paris, grande collection qui commence au Moyen-Âge. Mais on oublie qu'un des fonds judiciaires les plus importants des Archives nationales, après bien sûr le Parlement de Paris, c'est celui du Châtelet de Paris. C'est un fonds considérable avec un certain nombre de chambres qui voient donc toutes les questions judiciaires, de police, etc., de crimes, etc. Donc un fonds considérable, et ce fonds qui est connu sous le nom de série Y des Archives nationales, c'est ce fonds dont Isabelle Fouché a la responsabilité. Alors dans ce fonds, on trouve énormément de choses, et d'ailleurs Isabelle Fouché a publié et édité 66 lettres que je vous présente l'ouvrage, donc 66 lettres d'amour du XVIIIe siècle qui ont été retrouvées dans les archives d'un commissaire au Châtelet, c'est-à-dire un des membres de à l'occasion d'une mort par duel. Le commissaire est venu récupérer les papiers du défunt et les a conservés. Et ainsi, ces lettres personnelles sont venues avec les archives du Châtelet jusqu'à nous. C'était des lettres d'amour codées, non signées d'une femme qui devait être la cousine de celui qui a été tué en duel. Et donc, vous avez vu son titre, « Écris-moi si tu m'aimes encore ». C'est une des phrases que l'on trouve dans une des lettres. Et cette correspondance amoureuse a été donc éditée chez Bayard en 2010. Ensuite,
Isabelle Fouché, et c'est ce qui nous relie plus directement au sujet d'aujourd'hui, a été la commissaire scientifique de l'exposition qui s'est tenue de mars à octobre 2020 aux Archives nationales et qui était intitulée « La police des Lumières, ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle ». Alors, cette exposition a été bien sûr, son ouverture a été interrompue en raison du nouveau confinement, mais elle a donné lieu à un catalogue intitulé La police des Lumières, ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle. Ce catalogue fort important a été publié chez Gallimard et dans une coédition Gallimard Archives nationales, en 2020 bien entendu. D'autre part, ce fonds est très important et il y a toutes sortes de… c'est une mine inépuisable et s'en sont inspirées toutes sortes de personnes et en particulier, je ne voudrais qu'en citer qu'un parce qu'il est bien connu, je pense, de vous tous. Ce sont les romans policiers de Jean-François Parrot, dont le héros s'appelle Nicolas Le Floch. Donc, non seulement ces romans policiers ont été vus par beaucoup d'entre vous, ont été lus, mais aussi beaucoup d'entre vous ont vu les séries télévisées qui ont été produites à partir de ça. Donc, et ce sont des productions tout à fait, je dirais, ce n'est pas de la fiction, puisque c'est simplement les archives du Châtelet qui ont documenté ces séries. Enfin, donc il y a un site aux Archives nationales, mais on vous le transmettra. Et puis je vous signale que Isabelle Fouché va publier, comment dire, va enregistrer deux séries sur Marie-Geneviève Dion, dite la maréchale voleuse, escroqueuse et mouche de la police, mouche, c'est-à-dire espionne, enfin, mouche de la police, dans une histoire particulière qui sera diffusée les samedis et dimanches 5 et 6 juin 2021, de 13h30 à 14h, et sur France Culture. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez donc prolonger sur France Culture ce que nous allons voir. Mais là, c'est encore un dossier de ce fonds extraordinaire du Châtelet de Paris, dont elle a la chance, le privilège, je dois dire beaucoup de chance, quand on est responsable de telles archives, on ne peut être qu'heureux. Et donc, je vais donc lui laisser la parole et elle va nous raconter, donc pour nous présenter. Oui, merci beaucoup. Alors, j'enlève mon masque et voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous avions intitulé un petit peu en sorte de prolongation de l'exposition qui s'est tenue, comme M. Delmas l'a rappelé, aux Archives nationales de mars à novembre 2020, cette conférence « Ordre et désordre, que fait la police dans les quartiers ?» qui nous intéresse là directement à la Société historique du 6e, de la rive gauche. Alors, j'ai essayé un petit peu pour vous faire la conférence, à la fois de retracer ce mouvement historique concernant la police du XVIIIe siècle, mais en essayant, pour vous concernant, donner des exemples un petit peu plutôt pas que dans le 6e, je dois avouer, parce que évidemment, les circonscriptions, les frontières ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. On n'est pas dans des arrondissements, on est dans des quartiers qui sont des quartiers de police qui ont été créés en 1702. Et pour le XVIIIe siècle, il y a en gros, que je compte bien, il y a 5 quartiers qui correspondent à la rive gauche. Le quartier de la place Maubert, qui est plutôt le 5e arrondissement, le quartier de Saint-Benoît, qui est entre les deux, le quartier de Saint-André-des-Arts, le quartier du Luxembourg et le quartier de Saint-Germain-des-Prés, sachant que bien évidemment, on est sur un Paris beaucoup plus petit que celui actuellement. Voilà, donc j'ai, à partir de cette présentation très générale que je vais vous faire sur la police à Paris au XVIIIe siècle, essayer d'égrener avec des exemples pris
dans cette rive gauche, dans son ensemble. J'ai essayé de faire 6e, mais ce n'est pas facile de faire que 6e. Alors, nous avons fait cette exposition et je veux vous en témoigner quelques éléments aujourd'hui sur cette police du XVIIIe siècle qui est, pourquoi le XVIIIe siècle est-il si intéressant? C'est parce qu'on trouve quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres villes d'Europe, à Paris certes, mais aussi dans des villes françaises et dans d'autres villes d'Europe, l'idée que la police va incarner un nouveau mode de gouvernement. On est Paris au XVIIIe siècle, c'est au début du siècle 500 000 personnes et on va aller jusqu'à 600, 700 000 à la fin du siècle. C'est une ville donc en forte expansion démographique, une ville où vont circuler énormément d'hommes et de femmes qui viennent de banlieues, qui viennent du reste de la France vers Paris, une ville où vont circuler des marchandises et où vont circuler au XVIIIe siècle bien évidemment des idées. Alors face à ça, il va y avoir une volonté du pouvoir de surveiller, de contrôler et d'enfermer les personnes. Alors, on pourrait dire, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe dès le Moyen-Âge. On a des justices seigneuriales, des justices royales, le Châtelet, le Parlement, des justices spécialisées qui vont s'occuper de ces questions. Mais en fait, elles s'occupent de manière plus générale de justice, mais pas de police en tant que telle. Au Moyen-Âge, on a un guet bourgeois dans les quartiers qui s'occupe de garder les quartiers du point de vue de la force publique. Il y a des commissaires au Châtelet répartis dans chaque quartier, on va y revenir. Mais la police n'est pas réservée à un domaine particulier ni à un juge particulier. Elle est conjointement exercée par le lieutenant civil et criminel. Et puis, chapeauté au-dessus, c'est la tenue, comment dire, l'organisation de la police est chapeautée par le Parlement qui s'occupe de la grande police, c'est-à-dire la sécurité de la ville, l'approvisionnement de la ville, chose très importante. Ça court depuis le Moyen-Âge, 15e, 16e, et la fin du 17e, ça change. Ça change à Paris particulièrement, et il y a des prolongations jusqu'à nos jours, mais ça change dans toute l'Europe. À Paris, il y a la volonté très nette du nouveau monarque d'avoir un œil sur Paris pour le surveiller et le soumettre. Donc, on crée en 1667 un nouveau lieutenant au Châtelet, qui est le lieutenant général de police. L'idée, en fait, est de soumettre, en gros, tous ces grands qui ont remué, les protestants, les nobles, les parlementaires, les jansénistes. Au début, c'est cette idée-là, c'est de surveiller, contrôler. Petit à petit, on va passer en fait à une surveillance beaucoup plus générale, on le verra, ça va concerner tout le monde, et ces fameuses classes laborieuses qu'on dit classes dangereuses, ça c'est une notion plus propre au 19e siècle dans un ouvrage de Louis Chevalier, et ça va s'étendre en fait à toute la ville. Ça c'est ça là, la police au XVIIIe siècle, c'est cette idée nouvelle d'une police qui va surveiller, contrôler, enfermer, et aussi dont l'objet va s'étendre à de multiples matières. Ça va des règles du travail, des règles du marché, jusqu'à ce qui va concerner les bonnes mœurs, la lutte contre le vol aussi, mais tout aussi bien la propreté des rues, la surveillance de l'opinion publique, et de s'occuper aussi de la santé publique. Vous voyez que le domaine est extrêmement large. Alors, quels sont les acteurs? Et on va essayer de rentrer un petit peu dans le concret. Alors, depuis le Moyen-Âge, je l'ai dit, il y a des juges. Les premiers juges des Parisiens, ce sont les commissaires. Il y en a 2 ou 3 par quartier. Au début du 18e, on a créé les quartiers de police. Il y en a 20. Je vous ai cité les derniers, en quelque sorte, dans l'ordre des numéros, qui sont les quartiers de la place Maubert jusqu'au quartier de la Saint-Germain-des-Prés. Il y a 2 ou 3 commissaires par quartier. Là, j'ai les listes en fait, qui sont tirées de l'inventaire des archives du Châtelet, où en fait, on a les archives.
dans la série Y, dont je m'occupe, ça a été rappelé par Monsieur Delmas, on a les archives de ces commissaires. Alors, il y a quelques manques, quelques trous, mais c'est quand même, en tout cas pour le 18e, une source extraordinaire. Et là, par exemple, si je regarde le quartier de Saint-André-des-Arts, on a, pour toutes les périodes de 2 ans, 3 ans, ça se chevauche. On a 3 commissaires. Par exemple, pour les années 1759-61, le commissaire Leblanc du Ruisseau, Rognaudet. Une fois on sait qu'on veut travailler sur ce quartier-là, on va dans le répertoire numérique des archives et on va regarder les archives pour une année en silence. Et là, c'est merveilleux parce que quand on rentre dans les archives, on rentre dans la vie des Parisiens du 18e. Et je dois dire que oui, je trouve que j'ai un grand privilège de pouvoir y aller tous les jours et de pouvoir m'immerger là-dedans. Puisqu'en fait, comme je le disais, ce sont ces premiers juges des Parisiens. Et à ce titre, ils ne s'occupent pas que de police, les commissaires. Ils s'occupent aussi bien du civil, du criminel et de la police. Alors, au civil, ça va être des actes comme les scellés après décès. Si les notaires font l'inventaire après décès, les commissaires, eux, apposent, dans les cas où il peut y avoir des conflits, des scellés sur dans les différentes pièces d'un appartement pour empêcher qu'il n'y ait aucune distraction de biens. Il faut savoir que les commissaires ont très mauvaise réputation parce qu'ils sont censés attendre en bas de la maison avant que la personne ne meure pour être sûr d'être le premier, puisque les scellés sont un acte très lucratif qui rapporte énormément. Donc voilà. On a parlé tout à l'heure des lettres d'amour d'une cousine pour son cousin. Elles ont été retrouvées, en fait, ces lettres d'amour, parce que cet officier à qui elles étaient destinées était mort en duel et que le commissaire Gillet, qui est du quartier de Saint-Benoît, c'est pour ça que je l'ai pris, avait en fait été constaté la mort dans la plaine de Montrouge, près de la santé de cet officier. Mais ensuite, il a été apposé les scellés dans sa chambre rue Saint-Jacques. Et dans sa chambre rue Saint-Jacques, peut-être sur lui, mais en tout cas peut-être aussi pendant la visite et la mise sous scellé des appartements, on a retrouvé un certain nombre de papiers le concernant, dont ces lettres d'amour. Au civil, il y a aussi les commissaires s'occupent aussi des comptes, à la suite d'un décès, d'une tutelle. Il s'occupe aussi de tout ce qui va concerner les tutelles, donc avec un des parents qui décède. Voilà, ça c'est les actes en fait concernant l'état des personnes. Aux criminels, ils vont s'occuper des vols, des assassinats, des coups et blessures. C'est eux qui font les premiers actes en fait, qui font les procès-verbaux. Ils peuvent aller jusqu'à mener ce qu'on appelle les informations, c'est-à-dire les dépositions des témoins. Et puis après, ça va passer dans une chambre, dans la chambre criminelle du Châtelet. Mais c'est chez eux qu'on a le tout début. Alors, je vous ai choisi quelques exemples qui sont passés dans les quartiers de la rive gauche. En particulier, un vol d'église à l'église de l'Hôtel Royal des Invalides. Ça se passe en fait en 1727, en décembre, le 20 décembre. On a retrouvé et on a une déposition d'un voleur qui s'appelle le Petit Poulain et qui raconte que le chef de la bande, entre guillemets, parce qu'en fait, ces fameuses bandes de voleurs ne sont pas vraiment des vraies bandes de voleurs, c'est surtout des voleurs qui s'associent et qui, à un moment donné, le temps d'un procès, vont se retrouver associés par la justice en quelque sorte. Et donc, à partir des aveux d'un des voleurs, tous ceux qu'il dénonce vont devenir sa bande. Mais bon, la réalité de ces bandes, c'est un peu autre chose. En tout cas, le chef de celui qui dirige ce vol a dîné de merlan-frit dans un cabaret près de la Croix-Rouge. J'avais cherché cette mention et je l'ai retrouvée. Donc, avant de faire un vol, il va dîner dans un cabaret près de la Croix-Rouge, dans ce carrefour qu'on connaît encore dans le 6e, avec un certain Barmont et ce fameux Poulain qu'on appelle le Petit Poulain parce qu'il est très jeune. Il y en a un, Barmont est ivre et il dit « c'est pas possible, je ne pourrais pas aller faire le vol dans l'église de l'Hôtel Royal des Invalides ».
Alors, le chef Nivet part seul et il entraîne ce fameux poulain dont je vais vous lire la déposition. Que Nivet l'engagea de l'y aider, que Nivet monta sur ses épaules et entra par une fenêtre, que Nivet vola la croix, alla jusqu'à environ un quart de lieue dans la plaine où le comparant la suivit à pied. Alors Nivet descendit de son cheval et cassa la croix avec un instrument de fer, après quoi il la mit dans un sac de toile. Ensuite Nivet monta sur son cheval, sur lequel il fit monter Louis Comparant. Ils allèrent à Bougival, chez Mention. Je ne vous raconte pas toute la déposition, mais ensuite ils vont aller chercher en fait des sortes de contenants pour faire brûler et fondre cette croix d'argent. Ils vont aller chez Mazarine, chez un potier en terre. Ils vont se promener dans tout Paris. Ils vont manger de la langue fourrée. Et finalement, ils vont aller brûler et faire cette combustion pour faire que l'argent devienne liquide en dehors de Paris. Mais le petit poulain dit qu'il a eu peur et au lieu d'aller se promener à côté, il dit « Je reviens tout droit à Paris, couché rue de la Bûcherie, chez ma grand-mère, appelée Basse. » Parce qu'elle doit être petite. Voilà un petit exemple que je trouve savoureux d'un vol à l'église royale des Invalides. Il y a des choses un petit peu moins drôles chez certaines bandes de voleurs qui sont des années suivantes, en 1742, ceux qu'on appelle les raffias ou les assommeurs. Et là, on a le récit d'un assassinat, enfin d'un vol avec assassinat, ces voleurs des années 1742, les raffias, appelés les assommeurs, ont fait très peur et plus personne n'osait sortir dans Paris. Là, je vais vous lire un extrait d'une lettre du lieutenant général de police au secrétaire d'État à la Maison du Roi, qui dit hier sur les 11 heures du soir dans le faubourg Saint-Marceau auprès de Sainte-Pélagie, alors j'ai regardé, c'est près de la place du Puy de l'Ermite, un sergent aux gardes a été attaqué par 2 coquins qui l'ont jeté par terre de 3 coups de bâton qui lui ont donné sur la tête et lui ont volé sa perruque, son chapeau, son épée et 6 louis d'or. Il est blessé très dangereusement et les coquins qui ont fait le coup se sont sauvés. Alors ils vont être arrêtés en octobre novembre, les premiers vont être condamnés à la roue, à être rompus vifs en place de grève en décembre 1742, mais il y a eu une vraie panique à ce moment-là, et après ça, ils ont fait très attention sur ce qui se passait dans les rues de Paris, et la sécurité s'est améliorée avec plein de choses dont on va reparler, en particulier l'éclairage des rues. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on avait une forme de vol avec assassinat qui a fait très peur, puisqu'en fait, oui, il venait avec une masse et il tuait les gens. Et surtout, ce qui est très étonnant dans ce type de vol, c'est qu'en fait, il y avait une volonté immédiate de s'approprier en fait les signes extérieurs de richesse, un peu comme on peut le voir à d'autres époques, en prenant en fait tout ce qui rapportait, mais éventuellement en leur vendant. Mais ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup d'objets qu'ils volaient donc d'apparence vestimentaire, ils les remettaient sur eux-mêmes, ce qui, du point de vue du vol et du recel, enfin voilà, on porte l'épreuve sur soi de son vol, c'est un peu compliqué. Mais c'est des jeunes, et c'était des jeunes qui sont morts tous en place de grève, rompus vifs très, très vite. Là, on était dans le criminel de ce que font les commissaires au Châtelet, mais j'en viens à plus spécifiquement l'aspect police. Là, ils vont avoir donc, les commissaires vont s'occuper de toutes ces matières diverses et variées, où dans leur quartier, ils vont tout aussi bien s'occuper de la voirie, des gravats qui dépassent dans une rue, d'un pot de chambre avec de l'urine qui va tomber sur un monsieur qui passe dans la rue, mais aussi de faire des visites de nuit où ils vont ramasser les voleurs, les prostituées, s'occuper de l'éclairage public, s'occuper des métiers. Donc, on va voir cette diversité. Et sur tout ça, ils vont faire soit des procès-verbaux, soit des rapports, et ils vont ensuite venir à l'audience rapporter devant le lieutenant général de police qui tient sa chambre de police tous les vendredis, à la fois sur des matières dont je vais parler tout de suite, gravats, cabarets qui ont des convives à des heures indues, etc. Et puis aussi, après, il y a ce qu'on appelle la grande police, où là, on fait passer toutes les prostituées et tous les voleurs dont on ne veut pas le passage en vraie justice. Ça ferait plaisir
à la police d'aujourd'hui. C'est une chambre de police où on enferme sans autre forme de procès par des ordres administratifs, en particulier par ce qu'on appelle l'ordre du roi, qui est donc utilisé à des fins de police. J'avais une petite image d'une audience au Châtelet, mais ce n'est pas bien grave. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui passe à cette audience. Je vais vous en lire une que j'avais intitulée comme étant du quartier Saint-André-des-Arts, parce que le commissaire était censé être relié à ce quartier. En fait, quand j'ai relu ce commissaire, non, là, il a dû aller dans un autre quartier que le sien, puisque ce n'est pas le quartier Saint-André-des-Arts. Mais je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut retrouver sur un rapport en la chambre de police. Le sieur Charpin, limonadier, demeurant rue Saint-Honoré vis-à-vis la rue Traversière, dans la boutique duquel se sont trouvées 18 personnes le 3 du présent mois d'avril sur les 1h30 du matin, suivant le rapport du sieur Bruno, sous-brigadier du Guet. Donc, il est venu témoigner, Charpin, il a été oui, et il a 20 livres d'amende, ce qui est une grosse somme. On en a un autre pour exactement les mêmes raisons. Donc là, on voit que donc il y a un système de couvre-feu et de comment dire, de cabarets qui sont ouverts après l'heure et donc qui sont pénalisés. On a ensuite les sieurs Lenard, marchands épiciers, Lusarche Cabartier, demeurant rue Saint-Martin aux croix de la rue Aubry-le-Boucher, tous deux principaux locataires, c'est-à-dire en fait les concierges de l'époque, c'est eux qui récoltent les loyers pour le propriétaire, qui sont souvent des auxiliaires de police, comme les concierges au XIXe siècle, et dont la porte de l'allée, qui est au milieu, s'est trouvée ouverte la nuit du 26 janvier dernier, suivant le rapport de Faucheux, sergent du Guet. Donc là, ils ne sont pas venus, ils sont en défaut, et les gens du roi, c'est-à-dire la partie, le procureur royal, va demander 5 livres. Donc là, on vient comment dire, rappeler l'usage qui fait que quand il y a un immeuble, on doit fermer la porte pour empêcher les voleurs de rentrer et qu'il y ait des choses qui se passent. Et donc les locataires ont la clé, mais les portes sont fermées. Un autre, c'est la même chose. Ensuite, on a une marchand d'orfèvre pour la même raison. Et puis, on finit par le sieur Bérard, maître chirurgien, demeurant rue des Bars, proche Saint-Gervais, dans la cheminée duquel le feu a pris le 15 janvier dernier, faute d'avoir été ramoné. Donc là, on ne sait pas ce qu'il a eu, mais donc là, on passe sur quelque chose qui est une des préoccupations importantes du pouvoir royal et de la police, c'est les incendies dans Paris, puisqu'on a un certain nombre d'ouvrages qui sont en bois et qu'il y a, voilà, on craint très fortement l'incendie. Il y a eu plusieurs ponts qui étaient à l'époque habités avec des boutiques qui ont brûlé. Et là, nous avions exposé dans l'exposition, la foire Saint-Germain qui, en mars 1762, nous avions à la fois une image qui la représentait, mais aussi un récit fait très précis de cet incendie, où il y avait 140 loges, donc là pour un certain nombre d'activités diverses et variées. Chaque loge était construite en bois, avec une boutique en bas et une chambre au-dessus. Et la nuit du 16 au 17 mars, le feu avait pris, probablement dans un des endroits qui était le théâtre de Nicolet. Et le vent avait soufflé fort et la foire avait été détruite. Mais ils avaient réussi à circonscrire en fait quand même l'incendie et que ça ne s'étende pas au quartier. Alors j'ai un souvenir du récit qui avait été fait par, je crois, du coup, pas tant les commissaires que le bureau de la ville, qui disait que, en fait, par chance, il y avait eu 2 ou 3 ouvriers de tués, mais que par chance, il y avait eu que 2 ou 3 ouvriers de tués, mais que, par contre, l'ensemble des marchandises avaient pu être sauvées, enfin, etc., mis dehors. C'était assez incroyable sur ce récit de la relation de l'incendie de la foire Saint-Germain. Comme je le disais, il y a aussi, ça va dans des domaines divers, mais une des préoccupations principales, c'est effectivement l'incendie. Une autre des préoccupations, c'est le monde du travail et le fait que tout le monde se tienne un petit peu, que tout ça se passe en ordre et que les maîtres arrivent à organiser le travail, à faire travailler les ouvriers compagnons. Mais régulièrement, en fait, il y a ce qu'on appelle des cabales et les ouvriers ou les compagnons ne veulent pas obéir aux ordres.
Et on avait retrouvé, et là je l'ai repris à cette occasion, les jurés de la communauté des maîtres selliers, lormiers, carrossiers, qui écrivent au commissaire Bouquigny, qui est le commissaire du quartier du Luxembourg, et qui se plaignent en fait parce que en 1749 a été mis en usage le billet de congé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir de chez un maître si, on ne peut pas partir de chez un maître si on n'a pas eu son billet de congé, qui dit en gros que l'ouvrier s'est bien tenu et qu'à partir de là, on accepte qu'il nous quitte. En fait, c'est une sorte de contrôle du monde du travail. Après, il y aura les livrets ouvriers qui vont être mis en place à la fin du siècle et qui vont avoir une destinée tout au long du 19e siècle et même du 20e siècle. Donc là, dans cette supplique, les maîtres selliers se plaignaient de leurs ouvriers, je cite, « Ils ne veulent point s'assujettir à prendre des certificats des maîtres ou veuves de chez qui ils sortent pour en justifier à chez qui ils veulent rentrer. » Et les jurés de la communauté vont faire un procès où ils disent que la plus grande partie des garçons et compagnons se retirent dans les lieux privilégiés ou prétendus tels, c'est-à-dire là où la police ne peut pas entrer, de cette ville, pour travailler pour le public, que les garçons et compagnons qui ne travaillent point chez les maîtres débauchent ceux qui y travaillent, et les ayant fait sortir de chez eux, se cotisent ensemble pour les nourrir et s'assemblent et cabalent à cet effet. Voilà. Je ne vais pas faire tous les exemples parce que je n'aurai pas fini dans les temps. Des exemples de commissaires qui doivent, avec le lieutenant de police, rendre des sentences pour empêcher les marchands bouchers de faire que le sang s'écoule sur toute la rue quand ils abattent des bêtes. Bouchers qui ont par ailleurs des chiens pour protéger leurs marchandises. Et là, on a le cas d'un certain Thomas Lelièvre, marchand boucher de la rue Mouffetard, dont la cour a été jonchée d'excréments et d'immondices qui causaient une grande puanteur et gardé par 6 chiens monstrueux pour leur grosseur. Et il va être condamné en 1724 à 20 livres d'amende et à se défaire des chiens. Je passe sur l'éclairage public, dont les commissaires vont petit à petit accompagner la transformation. On a un système à l'origine qui est avec le guet bourgeois qui s'occupe de ça, et puis petit à petit un système où en fait il va y avoir des préposés, des gens qui vont, on va pouvoir louer en fait les services à la fois de boue et lanterne et d'éclairage, et ça va se faire sous une forme beaucoup plus professionnelle. Bien évidemment, une chose importante dont j'ai parlé au début, puisque c'est le Parlement qui s'occupe de cette grande police, tout ce qui va concerner l'approvisionnement. Et là, les commissaires vont avoir un rôle à jouer puisqu'ils contrôlent dans les boutiques de boulanger le prix du pain, le poids du pain, s'il est de bonne qualité ou non. Et ça, c'est essentiel pour la police et pour le pouvoir, parce qu'un pain qui est trop cher, un pain qui n'est pas bon, un pain dont le poids n'est pas correct, eh ben c'est bien évidemment tout de suite une possibilité d'émotion, comme on dit, d'émeute, de révolte, et il y en a eu en 1725, 1775, c'est essentiel. J'en ai fini pour un peu ce descriptif rapide de la multiplicité des tâches des commissaires. Ça existe. J'en ai tracé les traits un petit peu plutôt au XVIIIe siècle, mais en gros, ça existe dès le Moyen-Âge. Ce qui est donc nouveau, ce que j'ai rappelé au début, c'est la création d'un lieutenant général de police en 1667, un homme que le roi va doter d'un grand pouvoir, qui rapporte directement à lui, comme on le voit justement dans les ouvrages de Jean-François Parrot, qui est en lien avec le secrétaire d'État à la maison du roi, qui donc rapporte au roi, mais donc éventuellement est directement relié au roi, qui il fait passer les événements. Certaines fois, on dit qu'il lui fait passer aussi des états de tout ce qui se passe au niveau des mœurs, des grands qui vont avec telle ou telle prostituée. Et voilà, il y a des feuillets spéciaux qui sont donnés au roi. En tout cas, cet homme, il a vocation à tout savoir, à ce qu'on lui rapporte, à la fois les commissaires, mais je vais en dire plus ensuite, les inspecteurs et les espions de police. Et
Petit à petit, ce lieutenant général de police, qui n'est normalement qu'un simple lieutenant à l'intérieur du Châtelet, va créer une administration propre, la lieutenance générale de police, qui aura des bureaux à part, non pas dans le Châtelet, mais dans un hôtel particulier dans Paris. Il aura aussi un bureau à Versailles. Et donc, cette lieutenance va se créer, vous voyez, sous une forme très administrative qui n'aura plus rien à voir, ou assez peu, avec le Châtelet. Ce qui explique en fait qu'on ait des archives, et j'en reviens un petit peu à mon domaine, qu'on ait des archives qui soient à la fois au Châtelet, aux archives nationales, le Châtelet de Paris avec des commissaires au Châtelet, une chambre de police, mais qu'on ait aussi d'autres archives. Donc ça, c'est la partie judiciaire au Châtelet, aux archives nationales, mais toute la partie de surveillance, d'enfermement, la partie en quelque sorte administrative de la police, va se trouver, a été en fait conservée à l'hôtel du lieutenant général de police, avec les bureaux qu'il avait créés, un grand nombre de bureaux, une bureaucratie en quelque sorte. Et ça se trouve actuellement aux archives à la bibliothèque de l'Arsenal, qui dépend de la Bibliothèque nationale de France, dans ce qu'on appelle les archives de la Bastille, où il y a les archives de la prison de la Bastille, mais pas que. Il y a aussi toutes les archives de la surveillance et de l'enfermement. Je vais vous donner un petit exemple d'une lettre que le lieutenant général écrivait au syndic des commissaires en 1776, le 14 décembre. Ça donne une idée du détail auquel il s'intéressait et de son côté omniscient et homme du détail. C'est une sorte de lettre circulaire, en fait, écrite au syndic des commissaires au Châtelet. Il est nécessaire, messieurs, pour que l'enlèvement des boues puisse être fait chaque jour dans cette saison, de le commencer à 8 heures du matin au plus tard, et qu'une partie des rues soit déjà balayée. Il convient en conséquence de faire marcher la sonnette exactement tous les jours à 7h30. Je vous prie d'en prévenir promptement, messieurs vos confrères anciens de chaque quartier, de les prier d'en donner l'ordre aux sonneurs et de veiller à ce qu'ils s'y conforment et à ce qu'ils parcourent chaque jour un très grand nombre de rues. Je suis informé que les sonneurs en général font mal leur travail. Recommandez à messieurs vos confrères, je vous prie, de leur prescrire la plus grande exactitude, de commencer leur service par les rues où l'enlèvement se fait d'abord et de parcourir les rues lentement, en finissant par celles où l'enlèvement des boues doit finir, afin qu'il y ait assez et moins d'intervalle possible entre le balayage et l'enlèvement des boues. Je suis très parfaitement, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, le Noir, qui était un des lieutenants généraux de police qui a beaucoup fait pour la modernisation de la police et un grand nombre de réformes. Alors, cette nouvelle police, créée à la fin du XVIIe siècle et qui prend son essor ensuite sous Larrey, d'Argenson, les lieutenants généraux Marville, Berryer, on en reparlera, Le Noir, pour finir, elle va être secondée par une nouvelle force qui n'existait pas comme les commissaires au Moyen-Âge, qui sont les inspecteurs, qui vont être créés. Il y aura un premier édit de création en 1720, puis il y aura tellement de corruption, de malversation qui vont passer aux oubliettes, et puis on va les recréer en 1740. Et là, on va se retrouver avec un autre profil, beaucoup moins judiciaire, beaucoup plus enquêteur. Dans un certain nombre de cas, des pratiques un peu plus expéditives et pas forcément toujours très réglementaires. Et donc, petit à petit, il va y avoir une professionnalisation après les années 50-60. Les premiers inspecteurs, que moi j'ai pas mal rencontrés entre guillemets dans les archives, ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec celles des commissaires. Et donc, très souvent, ils rentrent en conflit, puisque certains commissaires vont travailler avec le lieutenant de police et ses inspecteurs, mais il y a des commissaires anciens qui ne veulent pas pratiquer les nouvelles méthodes qu'utilisent ces inspecteurs, qui utilisent deux outils principaux, à savoir ces fameux ordres du roi, c'est-à-dire ces ordres que le roi donne en fait normalement, qui sont consacrés
à faire le bien des familles. C'est-à-dire qu'en fait, on a un père qui a un enfant débauché, une femme volage, c'est souvent dans ce sens-là, pas dans l'autre. Et ce père va demander au roi, en fait, de pouvoir, pour sauver son honneur, faire enfermer son fils, sa fille, sa femme. Et le roi donne des ordres pour permettre ça. Donc, ça permet, dans certains cas, si on a un fils débauché, voleur, etc., d'empêcher le déshonneur sur la famille et de l'enfermer un temps. Il se trouve que la gestion de ces ordres du roi va être faite par la police, qui va petit à petit les utiliser à son profit et s'en servir pour arrêter avant qu'il y ait un décret de prise de corps, donc avant le judiciaire. Et puis après le procès, en fait, quand il n'y a pas de preuves judiciaires, la police utilise les ordres du roi pour enfermer après le procès, même si la personne est rendue libre. Donc, il y a déjà cette pratique qui est un petit peu en dehors du judiciaire. Et puis, bien évidemment, on peut se douter qu'il peut y avoir des malversations parce que cette pratique-là qui commence en fait au début du siècle et qui va s'accentuer dans les années 1710-1720 et avoir son apogée jusqu'en 1750, est couplée avec une autre pratique que vont introduire aussi ces inspecteurs, c'est la pratique de l'infiltration. C'est-à-dire que bon, ça pouvait exister, mais de manière beaucoup plus marginale, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des espions, ceux qu'on appelle les mouches, des indicateurs pour rentrer dans les milieux criminels. Voilà. Donc, par rapport à cette situation-là, on a un certain nombre de commissaires qui vont accepter de collaborer avec cette nouvelle police et avec les inspecteurs, et puis il y a des anciens commissaires, un certain nombre, qui vont refuser complètement d'aller dans ce côté extrajudiciaire. Et donc là, je vous ai pris effectivement un exemple que je voulais vous signaler parce que je trouvais assez amusant. C'est donc cette mouche dont M. Delmas a parlé, pour laquelle on a prévu un petit documentaire sonore sur France Culture, qui là est en train de travailler pour la police et il y a quelqu'un qui en fait, non, c'est elle-même, non, c'est un rapport de l'inspecteur Pousseau, pardon, qui rapporte ce qui s'est passé avec une mouche qui avait réussi à trouver des voleurs. Elle s'appelle Marie-Geneviève Dion, mais en fait, on l'appelle du nom de son mari, on l'appelle la maréchale, ce qui veut aussi tout dire sur son envergure, même si c'est le nom du mari. La maréchale fut obligée de dire à une escouade du guet qu'il y avait une bande de voleurs dans un cabaret qu'il avait volé la veille, qu'elle les priait de vouloir bien arrêter toute la clique et les mener chez le commissaire. Le guet, les ayant arrêtés, les a conduits chez le commissaire Doublot. En fait, c'est Doublon, mais ça fait où la maréchale s'étant expliquée vis-à-vis de lui et de son clerc, il dit au guet qu'on m'arrête cette femme et que l'on me renvoie les autres. Le guet n'est pas fait pour arrêter sous les ordres de ce Pousseau, qui est l'inspecteur. Elle lui répondit « Monsieur, prenez garde à ce que vous ferez. Le sieur Pousseau est chargé des ordres du roi pour arrêter cet homme et auquel le magistrat, c'est-à-dire le lieutenant général de police, s'intéresse. Je ne demande pas mieux d'aller en prison aux charges et conditions que vous lui envoierez aussi. Je n'aurais prié ces messieurs de me prêter main forte si le sieur Pousseau n'était d'un autre côté. Si vous jugez à propos d'envoyer chercher le sieur Dureau, qui est aussi informé de cette affaire, il vous dira la conséquence de cette capture. » Le commissaire ordonna au sergent de la faire conduire chez le sieur Dureau, qu'on lui mit les gandes, je suppose que c'est les menottes, et qu'on lui prit bien garde de la laisser échapper. Elle fut conduite ainsi chez le sieur Dureau, qui revint avec elle et dit au commissaire ce dont il était question. Le dit commissaire fit remettre le dit Guillaume au sieur Dureau qui l'a conduit au Grand Châtelet. Donc là, c'est l'inspecteur Pousseau qui rapporte au lieutenant de police à quel point les commissaires anciens, qui pensent d'ailleurs qu'ils sont corrompus, qu'ils ne veulent que du civil qui rapporte plus, ne collaborent pas avec la police. Donc voilà, donc là c'était un petit peu pour retracer donc, cette nouvelle police, lieutenant général de police, inspecteur, mouche, qui vont, dans ce XVIIIe siècle, s'intéresser avec les commissaires, d'ailleurs, et en tout cas avec certains, à des cibles multiples. On n'est plus dans le temps où on recherche que les jansénistes, on les recherche aussi, les novellistes à la main, mais on va s'intéresser bien évidemment aux voleurs, aux prostituées, mais aussi quelque chose qui pour nous est un peu exotique à notre époque, aux écrivains, aux philosophes. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai retrouvé le procès-verbal de la visite des papiers de Denis Diderot,
par le commissaire Miché de Rochebrune. On vient perquisitionner chez lui, rue de l'Estrapade, c'est pour ça que je l'ai choisi, et on vient y faire perquisition en sa présence de ces papiers et saisir tous ceux qui se trouveront contraires à la religion, à l'État et aux bonnes mœurs. Alors, il venait en fait particulièrement chercher, je crois, la lettre sur les aveugles, et il le trouve, et donc à la suite de ça, il l'embarque et ils vont le mettre à la Bastille. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il trouve en fait des cartons où il y a des manuscrits concernant un certain dictionnaire de Chambers, qui est un dictionnaire d'encyclopédiste anglais. Et c'est en fait la Cyclopédia d'Ephraim Chambers. Et la police, évidemment, ne peut pas savoir qu'en fait, c'est ça qui sera à l'origine, parce que Diderot et d'Alembert n'arriveront pas à poursuivre leur opération de traduction de cette encyclopédie. Et c'est à la suite de ça qu'ils vont décider d'un projet beaucoup plus vaste qu'est celui de l'encyclopédie. Mais ça, évidemment, la police ne le voit pas et ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas le savoir. On a sur Diderot, là c'est aux archives de l'Arsenal, un rapport, comme il l'a fait pour l'ensemble des écrivains et philosophes du XVIIIe siècle, par un certain inspecteur d'Emery, qui était chargé de la librairie et qui faisait des fiches comme pour des renseignements généraux, où on peut lire un certain nombre de choses concernant Diderot. Diderot, auteur, 36 ans, de Langres, signalement, moyenne taille et la physionomie assez décente. Demeure, place de l'Estrapade chez un tapissier. Histoire. Il est fils d'un coutelier de Langres. C'est un garçon plein d'esprit, mais extrêmement dangereux. Il a fait les pensées philosophiques, les bijoux et d'autres livres de ce genre, etc., etc. Il y a des détails, évidemment, sur les maîtresses, etc. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ces inspecteurs, ces commissaires, ces lieutenants de police sont forcément, ne font que poursuivre ces philosophes et ces encyclopédistes. Mais c'est plus ambigu que ça. On a pu montrer dans l'exposition, en fait, qu'il y avait certains policiers qui, en fait, comme un certain Guilloté, qui était officier de la maréchaussée d'Île-de-France, qui a un profil assez incroyable, qui va à la fois écrire un livre de théorie sur la police, mais qui, dans le même temps, est l'ami et le parrain des enfants de Diderot, qui a demeuré plusieurs années chez lui, rue Mouffetard. Voilà, donc on a dans les personnes de ces policiers, par exemple un lieutenant de police comme Le Noir ou ce Guilloté, des personnes qui sont finalement plus ambiguës et qui à la fois vont être amies avec un certain nombre de philosophes des Lumières, tout en menant cette politique de répression, mais en les protégeant. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur l'opinion publique au XVIIIe siècle, sur les nouvelles à la main, c'est-à-dire ces papiers qu'on échange et qu'on lit dans les jardins, et donc au Luxembourg, pour le quartier qui nous intéresse. Pour finir, j'ai parlé de la surveillance de la population, qu'en fait on surveille avec les inspecteurs, avec les mouches, mais qu'on enferme, avec ces fameux ordres du roi qui permettent d'enfermer. Ce qu'il faut savoir, un chiffre important qui a été donné par plusieurs publications récentes, on a à peu près pour Paris, 18e siècle, 10 000 enfermés, c'est-à-dire une personne sur 60, ce qui est quand même énorme. De mémoire, c'est 15 fois plus que de nos jours. Dans le quartier, on a donc Paris comporte un certain nombre de prisons, la Bastille, bien sûr, prison d'État, les prisons de ceux qui passent dans des procès, la Conciergerie, le Grand et le Petit Châtelet. On a des petites prisons spécialisées, dont celle du quartier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est pour les soldats. Et puis, dans le sud de Paris, on a ces fameuses maisons qui sont à la fois pour les pauvres, les aliénés, mais aussi les criminels qu'on veut enfermer, qui sont les hôpitaux généraux, qui sont à la fois des maisons d'assistance de bienfaisance et d'enfermement, y compris des droits communs, que sont pauvres, que sont la Salpêtrière pour les femmes et Bicêtre pour les hommes.
On a encore un petit temps pour terminer sur comment la population a accepté cette nouvelle police qui s'est mise en place, parce que ce qu'on voit dans les archives, c'est qu'avec les commissaires dans chaque quartier, il y avait en quelque sorte une sorte d'entente, puisque le commissaire jouait l'arbitre en fait d'un certain nombre de conflits. De choses qui pouvaient se passer dans les quartiers. Par contre, la nouvelle police qui se met en place avec les inspecteurs, les indicateurs de police, a été mal acceptée. On a de tout temps, ça a été dit dans les ouvrages d'Arlette Farge, beaucoup de révoltes par rapport aux arrestations de mendiants. Cette nouvelle politique vis-à-vis des pauvres n'est pas acceptée par la population. J'ai retrouvé, par exemple, en 1756, on avait exposé ça, en fait, des étudiants qui, dans le quartier latin, se fondent sur les archers qui veulent enfermer un mendiant. Dépose le 15 janvier, passant rue Mazarine avec sa brigade et conduisant un mendiant, ça c'est un sergent du guet, un brigadier des archers de l'hôpital, conduisant un mendiant. Ils auraient été assaillis par une quantité d'écoliers qui les auraient poursuivis à coups de pierre et de morceaux de bois, qu'un particulier vêtu d'une redingote alors à lui inconnu et qu'il a su depuis être nommé Caillot, précepteur dans une pension susdite rue Mazarine, s'étant emparé d'un des 10 archers, il aurait été arrêté par eux, conduit à notre hôtel. Voilà, donc on a des révoltes régulières de la population par rapport aux arrestations, et il y a une révolte qui est très importante, même si elle commence à être connue, c'est le fait qu'en 1750, en fait, fin 1749, Berryer, qui est le nouveau lieutenant général de police, qui est le protégé de Madame de Pompadour, va vouloir faire une politique du chiffre et arrêter des jeunes mendiants sans aveu, mais ça va aller plus loin que ça. Il va arrêter des enfants d'artisans, des enfants de commerçants, en employant différents policiers et en les rétribuant à l'arrestation. Ça va aboutir à des choses insupportables pour les parents, bien évidemment, qui vont voir, et on a par exemple une déposition que j'ai choisie particulièrement d'un petit Nicolas François Savoie, âgé de 13 ans, apprenti coffretier demeurant à Paris chez le sieur Savoie, son père, maître coffretier, rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, a dit que le jeudi 23 avril dernier, le déposant était avec plusieurs jeunes gens comme lui dans la cour de la foire Saint-Germain, et entre autres avec le nommé Laporte, dont le père est voiturier, et le nommé Lefebvre, dont la mère est blanchisseuse, lesquels s'amusaient à voir jouer à l'argent, et que comme on avait cessé de jouer, ils regardaient un petit garçon qui voulait monter sur la corne d'un bœuf. Qu'alors, des archers exempts se saisirent du déposant, du dit Laporte et du dit Lefebvre, et à ouï dire que cet exempt s'appelait Monsieur Leblanc, que le déposant s'enfuit et qu'il fut rattrapé. Et alors on le maltraita et on lui mit les menottes, qu'on les conduisit jusque dans la rue Mazarine où on les fit monter dans un fiacre, que ceux qui les avaient pris dirent au cocher d'aller au Grand Châtelet, que néanmoins le fiacre les conduisit au Fort-l'Évêque, où on demanda au déposant son nom et sa demeure et qui il était. À quoi le déposant ayant satisfait, on le fit passer dans la cour, qu'on en fit autant pour le dit Lefebvre, et à l'égard du dit Laporte, son père vint qui le réclama et on le lui rendit. Qu'à l'égard du déposant, il est resté en prison 11 jours, et Lefebvre y est resté 19 jours, que le déposant a ouï dire que l'on demandait 15 francs aux parents du dit Lefebvre pour le faire sortir. Comme ses parents n'avaient pas moyen de les payer, il y est resté plus longtemps que le déposant, et à la fin, on l'a mis dehors sans rien payer, qu'à l'égard de lui déposant, il a ouï dire à son père et à sa mère, mais ne l'a pas vu, qu'il leur avait coûté 12 francs. Donc ça, c'est un récit parmi d'autres, mais il y a eu énormément de jeunes enfants, d'adolescents, 13 ans, qui ont été arrêtés. Je ne vais pas le détailler, mais il y a des récits, par exemple, du marquis d'Argenson, dans tous les mémorialistes parlent de cette révolte, puisque là s'exprime un fort sentiment de rejet de cette police qui, après avoir arrêté les voleurs, les prostituées et les mendiants, arrête les enfants, y compris de la, entre guillemets, petite bourgeoisie.
il va y avoir des émeutes les 22 et 23 mai. Ça va aller jusqu'à l'assassinat, le lynchage d'une mouche de la police, qui n'est peut-être pas celle d'ailleurs qui avait enlevé des enfants. On va le lyncher, on va le clouer sur la porte du lieutenant général de police Berrier, qui va être obligé de s'enfuir par les jardins. Donc là, il y a un coup d'arrêt qui va être mis par la population, en tout cas la population va l'exprimer très clairement son ressentiment. Les choses vont en fait être prises en main par le Parlement, qui va y voir l'occasion en fait un petit peu de dire à ce lieutenant général de police que c'est lui qui doit tenir la police et la grande police. Donc il va y avoir un procès où on va enquêter sur les pratiques de la police. Au bout du compte, il y aura quand même 3 émeutiers qui vont être pendus. Pendant quelque temps, la police va faire passer par le Parlement tous ces enfermements d'ordre du roi pour avoir son aval. Mais finalement, petit à petit, les choses vont reprendre doucement et la police va, certes, probablement pas aller aussi loin que ce qu'il y avait eu dans les années 40 et 50, mais en tout cas, la pratique des ordres du roi, des infiltrations vont se faire. Et à la veille de la Révolution, par exemple, les arrestations de mendiants se font par foison, puisqu'il y a un nombre énorme de pauvres qui arrivent dans Paris et ils sont tous arrêtés. Et ce qu'on sait, c'est que dans les cahiers de doléances à la veille de la Révolution, la police de Paris est aux nuits et elle représente l'arbitraire royal, et c'est un symbole du despotisme. Voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire. J'avais sélectionné 2 extraits, mais vous l'avez dit en introduction, que les romans de policiers de Jean-François Parrot, avec Nicolas Le Floch comme commissaire en héros de ces romans. Alors, moi j'ai adoré, j'adore toujours ces romans policiers qui sont vraiment, du point de vue de ce qui est des descriptions qui en sont faites, totalement conformes à ce qu'on peut voir dans les archives. Et donc c'est pour ça que sur le site des archives, on peut trouver un petit livret qu'on a fait, en fait, des citations des différents de romans de Jean-François Parrot et qui peuvent accompagner l'expo, bon, qui n'existe plus certes, mais qui montrait à quel point, que ça soit sur la catastrophe de 1770 rue Royale, où il y avait eu des gens piétinés, sur le cimetière des Innocents qui s'effondre, sur 1001 sujets sur Paris au XVIIIe siècle et sa police, c'est tout à fait conforme et c'est très très bien documenté. La seule petite chose qui, moi, m'a toujours chagrinée, c'est que son commissaire, Le Floch, en fait, ressemble beaucoup plus à un inspecteur ou, disons, à un espion de type, je ne trouve plus le nom de... Non, un qui était à la fois homme et femme sous l'Ancien Régime. Le Chevalier d'Éon, voilà, bon. Ou en tout cas un inspecteur comme certains qui se pouvaient... Voilà, il ressemble plus à un inspecteur parce qu'il a ce côté vraiment avec une commission qu'à un commissaire de quartier. Mais à part ça, tout le reste, en particulier tous les épisodes historiques, toutes les descriptions sont tout à fait conformes et c'est vrai que... voilà, j'avais trouvé un petit truc sur les chambres-lans, c'est-à-dire ces ouvriers sans... Mais bon, je ne vais pas vous les lire parce que... À vous de lire les romans de Jean-François Parrot. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu long, 19h08, mais on a commencé en retard, ça fonctionne. Je vous redonne pour les questions. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Fouché, pour cette évocation de cette grande administration dont vous avez très bien montré qu'elle se mettait en place, qu'elle se construisait. C'est l'évolution administrative. Quand on voit aujourd'hui, il y a toute une série d'administrations qui en sont issues. Si on voit aujourd'hui, par exemple, la répression des fraudes, où on va voir dans les restaurants,
comment s'appelle, ce qui est servi est de bonne qualité, s'il n'y a pas d'aliments avariés, etc., eh bien c'était ce que faisait cette administration sous l'Ancien Régime, qui était beaucoup moins différenciée, mais qui remplissait un peu toutes ces fonctions qui aujourd'hui sont assurées par des administrations différentes. Alors, donc on a vu tous ces cas et tous les lieux qui ont été évoqués. Le marché Saint-Germain que vous connaissez, bon, il était en bois, il a flambé avec toutes ces petites boutiques. On voit toutes ces personnes, enfin tout ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler aussi les bavures, enfin bon, je dirais, la vie est toujours la même, mais je vois que finalement, on a remis des codes aux immeubles, mais que finalement, sous l'Ancien Régime, les immeubles étaient fermés à clé le soir pour éviter des intrusions. Donc, la société change, mais les hommes restent les mêmes. Et donc, il faut simplement, on s'adapte et tous... et on se transforme pour répondre aux besoins de l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez vu qu'il y avait la possibilité vous avez en bas de l'écran, vous avez ou en haut, ça dépend comment c'est configuré, vous avez un petit pavé qui s'appelle « Discussion ». Et alors, si vous appuyez dessus, vous avez la possibilité d'écrire une question, un commentaire, etc., auquel Madame... Oui, mais comme on ne peut pas voir tout le monde. Donc si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, vous pouvez le faire. C'est la première fois que nous le faisons, mais enfin, on essaie d'avancer au fur et à mesure. Voilà, alors pour le moment, je ne vois aucune question, aucun message. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire, si vous voulez rajouter quelques commentaires. Voilà, si ce n'est pour... Oui. Ah, voilà. Ah oui, alors, il y a une question de Régine Bext pour tout le monde. Bonjour. Quelle était l'adresse exacte de la lieutenance générale de police? Alors, oui, bonjour. Alors, il y a eu plusieurs adresses en fait de cette lieutenance générale de police. Je dois vous avouer que je ne les ai pas toutes en tête. Je sais qu'à un moment donné, le lieutenant général de police a été rue Saint-Honoré et que donc, en particulier, l'inspecteur Pousseau avait une sorte de planque ou de quartier général dans un immeuble de la rue Saint-Honoré qui faisait près du petit marché des 15-20. Ce n'est pas les 15-20 actuels, mais un petit marché des 15-20. Voilà, donc rue Saint-Honoré, mais il y en a eu plusieurs. Je dois vous avouer que de tête, je ne les ai pas, mais il a eu son hôtel à différents endroits, sachant qu'il avait quand même un bureau au Châtelet de Paris, qui était à l'emplacement quasiment actuel du Châtelet, puisqu'il tenait sa chambre de police tous les vendredis au Châtelet, et que les commissaires qui étaient chacun situés dans les différents quartiers, 2 ou 3 pour chaque quartier, avaient leur maison qui tenait lieu en fait d'endroits où on venait déposer, porter plainte, mais que même ils rapportaient tous les vendredis à cette chambre de police, où qu'ils venaient déposer des rapports, des procès-verbaux au Châtelet. Et le lieutenant de police, petit à petit, a eu son hôtel dans différentes rues. Il y a eu rue Saint-Honoré. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur les autres. Par contre, un endroit, si vous voulez savoir où c'est de regarder dans l'Almanach Royal, où en fait on a toutes les institutions, le Châtelet, le Parlement, et à partir du moment où il a des bureaux à part, c'est noté dans l'Almanach Royal. Ça, vous devriez pouvoir le trouver, avec justement les différents bureaux, les horaires, etc. J'en profite parce que j'avais un petit ajout sur ce lieutenant général de police, parce que j'ai dit que c'était quelque chose, comment dire, un certain nombre de caractéristiques de la police se développent au même moment en Europe. Il y aura des mémoires policiers qui vont circuler en Europe. L'expérience parisienne va être mise en exemple et il y aura des monarques européens, Catherine de Russie, un certain nombre d'autres, qui vont vouloir s'en inspirer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce lieutenant général de police, c'est une sorte d'anomalie par rapport à l'ensemble des autres villes, et que
cette volonté d'avoir quelqu'un d'autre pour surveiller Paris en plus de l'intendant, en plus du secrétaire d'État à la Maison du Roi qui s'occupait du domaine de Paris et en plus de l'intendant, c'est quelque chose qu'on a jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que de nos jours, on n'a pas simplement un préfet, on a un préfet d'Île-de-France, mais on a un préfet de police. On a ce doublement exactement comme dans l'Ancien Régime. Et ça a continué. Voilà, c'est cet endroit de ligne de ce lieutenant général de police de l'Ancien Régime, notre préfet de police, vraiment. Oui, parce que Paris a une position particulière du point de vue politique. Oui, d'ailleurs, on pourrait ajouter que, comme sous l'Ancien Régime, le préfet de police, peut-être, je crois, jusqu'à des réformes récentes, avait une juridiction qui excédait les limites de la ville de Paris, mais qui s'étendait bien au-delà. Donc, c'est pour ça que le rôle du préfet de police de Paris, même encore aujourd'hui, est considérable. Oui. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour cette évocation passionnante. Et donc, je remercie toute l'assistance. Et donc, nous allons interrompre maintenant la visioconférence. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la conférence de M. Labreur.